Déjà notre troisième épisode d'Histoire inspirante. J'ai parcouru 15 heures de vol pour rencontrer une femme exceptionnelle et inspirante, Fatima Mahbouba. Passionnée et animée par la volonté d'accompagner et d'aider les gens, écoutez-la, vous en sortirez grandi et certainement inspiré. Bonne écoute. Fatima, salam alaikum. Wa alaykoum salam et merci beaucoup. J'espère être à la hauteur de ce que tu as dit. Non, j'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, tes reels et tes vidéos le prouvent déjà. Donc, tu as déjà un bon bagage avant de commencer cet épisode-là. Merci. Alors, pour commencer, Fatima, dis-nous qui tu es vraiment et ce que tu fais au quotidien comme conseillère psychosociale. Avant tout, je suis mère de 3 enfants. Je pense que c'est le travail le plus important et c'est ma priorité. Mais aussi, comme tu l'as dit, je suis conseillère C'est quoi le titre psychosociale. d'ailleurs qu'on donne à ton poste? On peut dire en français que je suis conseillère psychosociale. La santé mentale m'importe beaucoup, mais je prends en considération aussi l'individu dans sa société parce que le contexte dans lequel vit un individu est très aussi important et il a un impact sur l'individu même. Absolument. Donc, j'essaye de travailler sur le côté psychologique, mais le côté social aussi. Ouais. Et donc, mes études, c'était en psychologie et en sociologie et j'ai continué en administration sociale, un diplôme d'études supérieures spécialisées dans le but de pouvoir aider les gens qui aident les gens. Absolument. Donc, puis déjà là, en partant, d'avoir une vision plus loin de ce que tu peux faire dans le moment. Déjà, je peux le dire en partant. Intéressant. Ben, d'ailleurs, on aura le temps d'en discuter justement puis d'aller en détail. Souvent, quand on est petit, on rêve de carrières classées. Par exemple, devenir médecin, avocat ou pilote d'avion à la limite quand on a des rêves plus jeunes. Toi, pourquoi tu as choisi ce parcours-là, la psychologie, l'accompagnement? C'était-tu une volonté ou bien c'est un parcours de circonstances qui t'y a amené? Dès le début, je savais très bien que je voulais aider les gens. Ça, c'était clair. Comment je vais aider les gens? Aucune idée, mais je savais que l'objectif était là, la vision était là. Je veux aider les gens. Et j'ai réalisé, plus que je marchais dans ce chemin, plus que j'avais besoin de me comprendre. Et donc, c'était, je peux dire, un parcours parallèle. D'un côté, tu te découvres, tu apprends à te connaître, et donc, tu expérimentes déjà en partant tout ce que tu es en train d'apprendre. Et c'est là que j'ai vraiment aimé la psychologie, mais la sociologie, je ne l'ai pas choisie par contre. Donc, je suis quelqu'un de très flexible dès le début. Je me suis dit, OK, je vais rentrer en psycho. Je ne peux pas pour le moment. OK, je vais faire mon bac en psychologie, sociologie, puis après, je vais rentrer en psychologie. Et j'ai découvert que j'adore la sociologie. Ça donne une vision complètement différente de l'humain. Et j'ai réalisé vraiment que pour se connaître, c'est pas juste se comprendre soi-même, c'est vraiment de se laisser emporter par ce qui est inconnu, ce qui est imprévu. Et c'est là que tu te découvres vraiment. Tu découvres ce que tu aimes, ce que tu veux faire. Mais l'objectif principal est toujours là. C'est d'aider les gens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est ça que je fais. Puis je suis convaincu que beaucoup de gens vont sortir justement grandis, inspirés aussi par ce qu'on va leur partager aujourd'hui. J'espère bien, en tout cas. Je l'espère. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde parle de santé mentale. C'est omniprésent dans le discours, que ce soit dans le fond médiatique, sur les réseaux sociaux. Selon toi, qu'est-ce qui a changé pour que ça devienne aussi central dans nos vies, que tout le monde en parle? La santé mentale a toujours été essentielle. Même si c'est un enjeu aujourd'hui, mais elle a toujours été essentielle. Depuis que l'homme existe, il faut être heureux, vivre en paix. Cette volonté de bien-être a toujours été là. Mais aujourd'hui, on réalise de plus en plus que la santé mentale, c'est un aspect très important, que tu ne peux pas continuer ta vie, tu ne peux pas être bien au travail, dans ta famille, tu ne peux pas t'accomplir, puis de ce côté-là, ça va pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu important, mais c'est aussi, on a réalisé que on peut vraiment faire, tout changement commence de l'humain même, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on focus beaucoup sur l'humain, son potentiel, comment il peut aller se découvrir, se connaître, explorer, expérimenter, dans le but qui, oui, le bien-être, mais aussi qu'il puisse jouer son rôle dans la société. Donc, chacun va voir la santé mentale d'un point de vue différent aussi. Oui. Puis ce qui importe, c'est toi, pour toi, c'est quoi la santé mentale?
comment elle va venir jouer un rôle dans ta vie à toi et non pas ce que le monde veut de toi. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à ta santé mentale. Donc, c'est tout un monde qu'on peut interpréter différemment. Ça peut être dans le quotidien avec des enjeux banals, comme une transformation de vie aussi, 100%. ou bien des problématiques un peu plus 100%, parce que si je connais ta faiblesse, par exemple, si toi, tu connais c'est quoi ta faiblesse, tu vas travailler pour pouvoir voir, OK, qu'est-ce que je fais de cette faiblesse ou qu'est-ce que je fais de ce point qui a besoin plus de travail. Si moi, je connais ta faiblesse et j'ai, je sais pas, j'ai des idées ou j'ai besoin de toi pour telle ou telle chose, mais je peux aller prendre cette faiblesse et travailler avec ça à mon avantage. Et c'est pour ça que je reviens sur le point important. Ta santé mentale, c'est ta responsabilité. Peu importe ce qu'on dit, si tu ne trouves pas que c'est quelque chose qui t'importe et que tu veux en prendre soin, il n'y a personne qui va pouvoir prendre soin de ta santé mentale mieux que toi. Mais Fatima, pourquoi qu'on n'en prend pas aussi soin si on veut comparer, par exemple, avec la santé physique? Par exemple, on voit, c'est la mode, là, d'aller au gym, de prendre soin de son corps. Mais la santé mentale, on dirait qu'elle est plus négligée ou mal comprise. C'est quoi qui fait en sorte que, justement, elle est pas aussi, on lui accorde pas aussi autant d'importance que la santé physique? Mais tu vois, peut-être ta question même, c'est le paradoxe. C'est que la santé mentale, c'est beaucoup plus profond que la santé physique. Oui. Puis quand on la traite comme qu'on traite notre santé physique, on reste à la surface. Et peut-être c'est pour ça que ça ne vient pas nous chercher vraiment. On a l'impression d'être dans une performance. C'est comme que j'ai besoin de ma santé mentale pour pouvoir accomplir telle chose. Et peut-être qu'on ne voit pas l'importance réelle de la santé mentale. On la vit, mais on n'a peut-être pas encore cette conscience profonde que ma santé mentale, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que je peux apprendre à mieux gérer mes émotions. Oui. Je peux apprendre à changer mes idées. C'est quelque chose qui s'apprend. Tu nais avec des acquis, oui. Tu t'expérimentes la vie, mais après ça, tu peux en faire quelque chose. Et je pense, des fois, c'est là que ça bug. C'est, OK, j'ai plein de connaissances, c'est intéressant, OK, c'est beau la santé mentale, mais qu'est-ce que tu en fais? Il y a un gap, on dirait, entre les deux. Mais il faut partir du constat qu'il faut travailler, il faut en être conscient, puis adopter justement des techniques qu'on va pouvoir, j'espère bien, partager avec les gens. Bien, justement, donc parlons-en de santé mentale et de pensée positive. On entend souvent « pense positif ». Mais toi, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, avoir une pensée positive, concrètement? Pensée positive, c'est pas un speech qui nous motive et c'est pas de l'espoir. J'ai de l'espoir, je suis optimiste. Oui, quelqu'un qui a une pensée positive a de l'espoir, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher sa motivation dans des speeches ou des podcasts. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Une pensée positive, c'est quelqu'un qui a conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Il sait ses points forts, il connaît ses points faibles. S'il ne les connaît pas, il veut aller les chercher, il va aller explorer. C'est quelqu'un qui veut apprendre avant tout. C'est quelqu'un qui est capable de donner du sens à n'importe quel événement, puis chercher, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement? C'est ça la pensée positive. C'est une pensée très réaliste, bien au contraire de ce qu'on pense. Il est toujours positif puis optimiste, il est loin de la réalité. Totalement le contraire. C'est quelqu'un qui est très réaliste. C'est quelqu'un qui est capable d'accepter sa réalité et de la transformer. C'est ça, une pensée positive. Parce qu'une pensée négative, très honnêtement, c'est quelqu'un qui est superficiel, parce qu'il n'est pas capable d'aller apprendre, trouver les leçons. Il va rester sur l'événement même, les émotions qui viennent avec cet événement, ce qui va mal. Et donc, la pensée positive, c'est une pensée essentielle. C'est un choix, oui, mais ça devrait être le choix de tout le monde. Oui. Puis justement, en parlant de pensée positive, donc comment faire la différence entre une attitude positive, comme tu viens de l'expliquer, et un optimisme de façade qu'on pourrait appeler, qui peut être à la limite toxique? Entre l'artificiel et le réaliste, comme tu viens de dire. Okay. Si on explore un peu l'artificiel vient de où? Des discours qui sont dans notre inconscient. Tu m'as dit pourquoi la santé mentale, c'est présent, mais on dirait qu'on n'en prend pas soin. La santé mentale, c'est quelque chose qui est présent partout, même dans les annonces, dans les médias. On va jouer toujours sur la santé mentale. Mais c'est devenu tellement présent que c'est peut-être dans notre inconscient. Et des fois, le discours qui vient de l'extérieur, si on n'en prend pas conscience, puis on ne prend pas conscience du discours qui vient de l'intérieur,
tu vas rester dans les slogans. Tu vas rester dans passe à l'action, fais ça, fais pas ça. Et donc, pour aller plus loin, c'est une prise de conscience. C'est la première étape, une prise de conscience du discours que tu as à l'intérieur de toi. Et d'aller voir qu'est-ce que je fais de ce discours, comment je transforme ce discours pour être plus... Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple donc, d'un discours qu'on peut avoir, un discours? Mettons, il y a quelque chose que j'ai envie d'explorer, de faire, n'importe quoi dans la vie. Et je me dis, OK, ça y est, je vais le faire, je vais m'inscrire, je vais faire telle chose. Là, j'ai pas vraiment l'exemple concret, mais on peut l'appliquer à tout. Et là, un choix de carrière ou... un choix de carrière, quoi que ce soit. Et là, tu as l'ambition, tu es là, tu as fait tout ce que tu dois faire, tu es présent. Et là, tu réalises que c'est un échec. Oui. Total échec. Pensée très négative de dire j'ai perdu mon temps, comment ça n'a pas fonctionné, sûrement il y a quelque chose que j'ai mal fait. Tu te blâmes. Tu blâmes ton entourage, tu blâmes tes circonstances, puis tu bugs. Pensée positive, c'est de dire OK, j'avais vraiment tout ce qu'il faut, je pense, et j'ai pas réussi. C'est quoi qui cloche? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment le contexte? Et là, c'est d'aller chercher la vraie raison, pas dans le but de te blâmer, dans le but d'avancer. Et de dire, OK, l'échec fait partie de la vie. L'échec, c'est une station vers la réussite. C'est tout à fait normal. Ton attente, c'est pas de réussir chaque instant, chaque jour, chaque moment. Fait que tu as des attentes très réalistes, encore une fois. Et donc, d'apprendre de cet échec, de le transformer en quelque chose qui fait du sens, plus productif, de te remettre en question avant tout. Et la remise en question en soi, c'est quelque chose de positif. Et donc, c'est d'avoir une gestion d'émotions. Une pensée positive, c'est de savoir gérer ses émotions. OK, oui, ça va mal, oui, je me sens pas bien à cause de cet échec. Tout à fait normal. Mais ce qui est pas normal, c'est que... c'est normal, mais je veux dire, on doit pas rendre ça normal que les émotions nous guident. Échec, tristesse, dépression, et voilà, mes émotions me guident. Bien, le fait de s'attendre aussi, ou plutôt de considérer l'échec comme une partie du processus aussi, je présume que ça devrait être approché dans ce sens-là. Dans le fond, quelqu'un qui a une pensée un peu perfectionniste va toujours voir l'échec comme un vrai échec personnel. Fatal. Oui, c'est à cause de lui, de sa personnalité, de la façon qu'il pense. Donc, il va toujours se blâmer. Puis, c'est pas le perfectionnisme qui va nous permettre de surmonter cet échec. C'est une pensée plus de l'excellence. Oui. Donc, c'est de savoir faire le meilleur de ce que je peux, le meilleur de mes capacités. C'est ça que je sais en ce moment, cette journée-là. Puis c'est sûr que je peux aller explorer, aller plus loin. Mais aujourd'hui, je donne mon 100%. Puis quand tu donnes ton 100%, tu sais que c'est pas la perfection, bien entendu. Mais tu sais aussi que tu as cette volonté de faire ce que tu fais presque à la perfection. C'est motivant, en tout cas, de se lancer là-dedans. Donc, si quelqu'un veut pratiquer la pensée positive au quotidien, donc vraiment le 101 de la pensée positive. C'est quoi la petite habitude la plus puissante que tu lui conseillerais d'adopter dès demain, par exemple, pour commencer à se préparer pour des enjeux un peu plus grands? Arrêter de courir avec l'élan de la vie, de s'asseoir avec soi-même et de se demander vraiment ce qui ne va pas. C'est là que ça commence. La pensée positive. Oui, la pensée positive, c'est pas quelque chose qui fait du bien. T'sais, on a l'air positif, ça fait du bien, c'est beau, des fleurs. La vie en rose. Non, la pensée positive, des fois, ça fait mal. La pensée positive, des fois, ça fait mal parce que tu vas vraiment confronter tes peurs. Tu vas là où ça va mal. Tu vas chercher les émotions les plus profondes. Donc, la pensée positive, ça prend beaucoup de courage, de force, de laisser de côté tout ce que tu penses savoir et de dire, OK, je sais peut-être pas tout et j'ai besoin d'apprendre. Donc, c'est vraiment une pensée qui nous pousse à aller plus loin de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, la personne qui a l'impression que la pensée positive, c'est quelque chose qui fait du bien comme un café le matin, non. C'est pas le cas. C'est
tout à fait le contraire, surtout au début. Et tu apprends peu à peu d'avoir ce mindset positif. Ça se construit. Ça se construit chaque jour avec les personnes avec qui tu parles, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les podcasts. Tout ça, ça se construit et tu peux toujours choisir quoi entendre, quoi regarder. Oui. Et quand tu peux pas choisir, si tu le penses, mais d'en être conscient. Est-ce qu'on peut parler de surconsommation, par exemple, d'inspiration ou de vidéos? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que là, aujourd'hui, on est bombardé de vidéos, de discours inspirants vraiment de partout. À chaque fois que l'algorithme fait son travail aussi, quelqu'un qui est intéressé par ce type de discours-là, fait qu'il va en avoir, il sera dans le fond vraiment de toutes les sauces. Est-ce que c'est une mauvaise chose que d'être bombardé par des discours positifs? Ce qui est mauvais, c'est ce que tu en fais. Parce que tu peux avoir un contrôle de dire, OK, je veux volontairement écouter cette personne pour apprendre telle chose, mais te laisser une sélection, mais te laisser aller, puis d'être coincé dans ta pensée. Les gens, aujourd'hui, ils ont plein d'idées. Personne passe à l'action. Ils ont plein d'ambitions, puis ils parlent de volonté. Personne passe à l'action. Ce qui manque, c'est l'action. Puis quand tu es coincé derrière ton écran, quand tu es coincé dans ton rôle de consommateur, tu ne vas jamais passer à l'action. Il faut apprendre à créer plus que consommer. Il faut apprendre à vivre sa vie beaucoup plus que regarder les gens vivre la leur. Mes enfants me demandent toujours pourquoi tu ne nous laisses pas regarder des vlogs. Ou... Je dis, je veux que tu vis ta vie, je ne veux pas que tu regardes les gens vivre leur vie. C'est vraiment ça la raison. Ça, oui. Mais même nous, est-ce qu'on vit notre vie ou on regarde les gens vivre leur vie, le succès? On est heureux parce que cette personne qu'on aime beaucoup, elle a, je sais pas, elle a fait quelque chose puis c'était un succès. Oui. C'est beau, mais c'est beau aussi d'avoir ce sentiment envers soi-même. Puis de dire, OK, je dois arrêter de jouer le rôle que je joue à chaque jour puis de choisir un autre rôle dans ma vie. Absolument. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Puis quelqu'un qui devrait-il réellement s'inspirer? Est-ce que, si tu devais donner un conseil, par exemple, est-ce que c'est vraiment d'aller par des thématiques ou selon ses besoins et ses ambitions personnelles quand on parle d'inspiration? Donc, comment orienter ce processus-là? Je pense que ça part toujours de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu te connais plus que tout le monde, même dans mon travail. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, j'apprends à te connaître à partir de ce que tu me dis. Je ne suis pas là pour essayer de faire je sais pas, de la magie puis de voir quelque chose que tu n'as pas dit. Non, Ouais. Même si je le sens, mais c'est à toi d'aller le chercher puis de le dire dans tes propres mots. Ouais. Et... Attends, répète-moi la question. J'ai perdu l'élan. L'idée, c'est aussi simple que dans le fond, de savoir exactement. Donc, on part de nos propres besoins pour aller chercher une inspiration, ou bien on met un titre, par exemple, je ne sais pas moi, le succès dans les affaires. Ouais. Donc, comme j'ai dit, ça part de soi, de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est sûr que tu vas être inspiré. Ouais. La vie est inspirante, les gens sont inspirants. Partir de soi-même, dans le fond. Les moments difficiles sont inspirants. Tout est inspirant. Si tu cherches l'inspiration, tu la trouves partout. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'inspirer. Tu as besoin de n'importe quel événement qui t'inspire. Et je veux te dire, peut-être je le dis très ouvertement et avec fierté, je pense que ma force, c'est que je suis quelqu'un inspiré 24 heures sur 24. Tout m'inspire. Tous les moments que je vis, même les moments les plus difficiles, je vais me dire, OK, ça c'est inspirant, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que فاقد الشيء لا يعطيه. Donc, il faut partir vraiment d'une... Exactement. Il faut que ça soit présent à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a plein de gens qui disent, je veux laisser une trace, je veux changer, je veux... Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, c'est qu'est-ce qui laisse tes traces en toi? Qu'est-ce qui vient te chercher? Qu'est-ce qui vient t'inspirer? Il faut que tu réalises vraiment que tout ce qu'il y a autour de toi est inspirant d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des choses qui peuvent t'inspirer négativement, puis il y a des choses qui peuvent t'inspirer positivement. Oui. Puis c'est à toi de faire ce travail. C'est pas au contexte, aux gens. Donc même quelque chose que quelqu'un dit de très inspirant pour plusieurs, Oui. si tu le remets en question, peut-être tu vas dire « pas vraiment. Non, ça fonctionne pas avec moi ». Puis d'avoir cette capacité de remettre en question, je trouve que c'est ça qui manque. On prend les idées comme elles sont. Même mes idées à moi, des fois, moi je dis, regarde, moi je dis des idées, mais j'ai peut-être pas raison. C'est à toi de dire, non, je trouve que tu n'as pas raison. Et c'est ça la beauté, c'est d'aller écouter, d'être attentif dans le but d'apprendre. Et c'est sûr que tu vas apprendre. Impossible. Même si la personne qui te dit les trucs les plus
banal ou tout ce qu'elle dit est faux, tu n'es pas d'accord, tu peux apprendre. Déjà, en partant de dire non, je ne suis pas d'accord, fait partie d'un apprentissage que tu viens de... Ben regarde, ça vient de me flasher là en ce moment. Ça fait à peine 5 minutes qu'on a commencé. Puis juste mon inconscient, on dirait qu'il s'est mis en mode positif. C'est ça, je suis en train de mettre ton inconscient en mode conscient. C'est le mindset dans le fond. Ouais. Fait que je me dis, si quelqu'un à chaque jour prenait la peine de prendre 5, 10, 15 minutes, juste d'écouter de quoi de positif, fait que déjà, il va ressentir, dans le fond, OK, là, il faut que je change, il faut que je bouge, l'action, tu vois. C'est vraiment un petit clic, c'est un déclic. Oui, absolument. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des speeches, puis c'était toujours le même. Et là, je me disais toujours, c'est le même, ça sert à rien, Absolument. C'est inutile. Mais plus que j'ai appris à prendre une distance, puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? De cibler. Tout a changé, parce que des fois, l'apprentissage, c'était sa façon de parler. Ce qui va mal dans l'ambiance. Ah, il a perdu l'énergie. Alors, comment je peux aller retrouver l'énergie qu'il a perdue? Okay. C'est d'apprendre même de ce qu'on voit des fois comme négatif. C'est pas d'aller critiquer. C'est pas ça. Je veux pas aller critiquer les gens puis de dire ah personne ne m'apprend. Non, c'est à toi d'avoir un sens critique, oui, mais un sens critique dans le but de quoi? Et c'est aussi simple que d'apprendre à écouter, dans le fond. Exactement. Écouter le discours et non juste le consommer et l'absorber tel qu'il est. Donc, je trouve que c'est extrêmement pertinent dans ce contexte-là. On passe au thème, le changement et ses défis, parce que le changement, on dirait que c'est souvent perçu comme quelque chose de difficile et de douloureux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs que le changement c'est difficile. Et quand c'est difficile, c'est un signe que c'est la bonne chose à faire. Toujours. Tout ce qui est difficile, c'est la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que ça va aller chercher plus loin. Et généralement, l'homme est porté à être plus dans sa zone de confort, dans ce qu'il sait, dans ce qui est familier. L'humain a peur de l'inconnu. Fait que pourquoi changer? Donc, c'est naturel, c'est biologique, à la limite. Faut comprendre c'est quasi naturel. Okay. Même, tu as des enfants. Au début, marcher semble la chose la plus effrayante. Et toi, en tant que personne mature, tu regardes puis tu es comme, non, ça fait pas peur. Allez, mais pour lui, c'est l'inconnu. De ton point de vue à toi, c'est... De ton point de vue, c'est comme logique. Tu dois marcher. Tu viens de manquer quelque chose dans ta vie si tu marches pas. Mais pour lui, tu me demandes de marcher. C'est lourd. Oui. Et donc, si on le voit comme ça, même aujourd'hui, tout ce qui est dans l'inconnu, généralement, c'est la bonne chose à faire. Que ce soit un échec, une réussite, c'est ça qui va te laisser passer à l'autre étape. Donc, tu as besoin de mettre un pas dans l'inconnu. Et quand on explore un peu cette idée de la peur de l'inconnu, peut-être on commence à détecter c'est quoi nos vraies peurs personnelles. Des fois, c'est le peur du jugement. Des fois, c'est une mauvaise image de soi. Des fois, c'est... on a appris à vivre d'une certaine manière et on n'est pas capable d'aller laisser ce qu'on a appris de côté puis de dire non, ça me convient plus et je veux changer les choses. Donc, c'est vraiment, je pense, d'un côté, la peur de l'inconnu, puis d'un autre côté, c'est une résistance normale face au changement. Oui. C'est comme si je commence à perdre une pièce de mon identité que je connaissais depuis toujours. Et là, je dois mettre cette partie de mon identité de côté et aller chercher quelque chose que j'ai aucune idée c'est quoi. Puis reconstruire son identité, ça prend un effort émotionnel avant tout et physique de dire, OK, mon identité n'est pas parfaite, elle n'est pas construite. Non, je peux aller explorer plus loin, s'orienter d'une façon différente dans la carrière, dans la vie, prendre des choix qu'on n'a jamais pensé prendre. Ça fait partie de la zone inconnue. Et il n'y a aucune réussite qui ne passe pas par cette zone. Par cette étape. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui prennent des risques. Des risques, puis des pas dans l'inconnu. Puis parlant de risques, tout est un risque. Dans le fond, tout est un risque. Même quand on a étudié en administration sociale, la façon de prendre des décisions, on nous apprenait que, OK, tu as une décision 100% bonne. C'est rare de dire, OK, cette décision-là, c'est la décision parfaite. Puis, ou tu as une décision où tu n'as absolument aucune idée de c'est quoi que tu fais. Le risque, c'est ni l'un ni l'autre. Le risque, c'est non, j'ai une certaine vision, je pense que ça va bien fonctionner, mais c'est quand même un risque. Parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas contrôler.
Et donc, notre vie est basée sur le risque. À chaque jour, tu prends des risques. Oui. Et donc, quand tu réalises que tu prends toujours des risques et tu te demandes, OK, mais aujourd'hui, c'est quel risque que je veux prendre? Et c'est ça le changement quand on parle de mindset, c'est ça. C'est je prends des risques continuellement, mais aujourd'hui, je choisis un risque différent. Et c'est pas parce qu'il est différent et pas familier que je ne dois pas le choisir. Bien, en parallèle aussi, ça mène à parler de freins ou d'obstacles. Donc, ça serait quoi, selon toi, le plus gros frein au changement? C'est-tu une peur intérieure ou c'est un peu plus les circonstances autour de soi? C'est toujours toi. Ouais. C'est toujours ton propre frein. Rien fait aussi peur que quelqu'un qui a peur de passer à l'action. C'est comme l'affaire la plus... Tu restes à ta place. T'es figé. Et même si tout le monde vient te booster, te donner des speeches de motivation, si tu veux pas, si tu passes pas à l'action, rien va changer. Donc, le plus gros obstacle, c'est toi-même. Et tant que tu réalises pas que tu es ton propre obstacle, c'est une bonne chose. Parce que si tu es ton propre obstacle, tu es ta propre solution. Okay? Je dis toujours, c'est ton choix qui va faire la différence. c'est ta propre solution, tant mieux. Si je te dis, l'obstacle, c'est externe, mais tu vas dire, OK, mais je peux rien faire, c'est externe. Mais quand je dis externe, par exemple, juste pour mettre en contexte, ça peut être, je ne sais pas moi, le côté financier pour faire un changement de carrière, par exemple. Ou ça peut être des obstacles un peu plus personnels par rapport aux relations avec les autres. C'est pour ça que ça part toujours de ta conscience et de ta connaissance de toi-même. Quand tu connais ta juste valeur, tu es capable d'aller là où tu veux vraiment aller. J'ai donné un exemple une fois à quelqu'un, c'est sorti comme ça, juste, puis là, OK, c'est l'exemple de comment connaître sa juste valeur. Si je te donne un 10 $, puis je te dis, OK, voici un 10 $, qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vas me dire, je vais acheter une voiture. Je vais faire, tu fais pas de sens, c'est un 10 $. Tu vas dire, non, je vais acheter une voiture avec ce 10 $, je vais faire, il dit n'importe quoi, il va pas pouvoir acheter sa voiture avec son 10 $. Mais si je te dis, OK, voici un 10 $, qu'est-ce que tu vas en faire? Puis là, tu vas me dire, OK, ce 10 $, je vais l'investir dans X travail pour aller atteindre la somme X et je vais acheter ma voiture. Là, tu connais la juste valeur de ton 10 $. Et là, ton 10 $, je ne sais pas si c'est paradoxal ou quoi, mais a plus de valeur que ton 10 $ que tu penses vraiment que tu vas aller acheter ta voiture avec. Là, il y a plus de valeur. Puis quand tu connais ta juste valeur, c'est vraiment ça. C'est pas de dire, OK, je suis limité. J'ai juste un 10 $. Non, c'est de dire, je connais la valeur de ce 10 $. Oui. Je suis réaliste. Je sais quoi en faire. On parle aussi de pensée positive. Je vais réussir. Ça va prendre du temps. Ça va prendre de la patience, ça va prendre de la consistance, de la persévérance. Ça ne va pas venir tout seul. Et donc, tout ce qui est à l'externe, quand on prend conscience, quand on l'intériorise, quand on y pense, quand on voit, OK, qu'est-ce que je peux faire de ce qui est hors de mon contrôle pour reprendre le contrôle. Puis, prendre le contrôle, ça fait partie des raisons pour lesquelles on résiste au changement, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Et c'est pour ça qu'il faut décortiquer. Va dans ce que tu peux contrôler. Va pas dans ce qui est incontrôlable. L'inconnu est incontrôlable, oui, effectivement. Donc, arrête de penser à l'inconnu, pense à ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est l'instant même, le pas que tu prends maintenant. Oui. Malheureusement, il y a eu un feu à un moment donné. Okay. Et donc, là, quand on descendait de l'immeuble, c'était vraiment quelque chose parce que tu as la fumée partout, j'ai mes enfants, le stress. Et je t'ai dit, moi, je cherche l'inspiration même dans les pires moments. Et quand je suis descendue, c'était quelque chose. Et je me suis dit, tu sais, dans le moment même, j'ai pas pensé à, je sais pas, qu'est-ce que je veux manger. J'ai pas pensé à ça. J'ai vraiment pensé au pas. Vraiment juste au pas. Parce qu'entre toi et la fumée, il y a ça de vision. Et donc, je pensais au pas, au prochain pas. Et c'était suffisant parce que je suis sortie. Si j'ai décidé de penser dans l'instant même, qu'est-ce que j'ai envie de manger une fois que je sors de cet incident, j'en serais pas sortie. Bien, tu aurais évoqué les difficultés d'y parvenir, mais quand tu te concentres à ce que tu peux faire, par exemple, on dit dans les moments émotionnels ou peu importe, c'est de penser à sa respiration. Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Puis d'avoir confiance, même si c'est un contrôle, on n'a pas le contrôle, surtout d'avoir confiance que quand je prends le contrôle sur ce qui est vraiment contrôlable,
ce qui est incontrôlable va aller de soi. Tu vois? Donc, moi, j'avais ma petite fille. C'était ça le devoir en ce moment. Mais j'avais 2 qui sont capables de descendre les escaliers. Donc, je me suis dit, OK, le contrôle, c'est quoi? C'est ma petite fille. Les 2 autres qui sont capables de descendre les escaliers, ils ont besoin de guidance. Ouais. Et donc, je vais les guider. J'ai allumé la lumière de mon téléphone et c'était suffisant pour qu'ils puissent voir la lumière même. Tellement qu'il y avait de la fumée, ils n'étaient pas capables de voir les pas. Ça a fonctionné. Tu vois? Ça a fonctionné. Si je reprends l'émotion, je peux dire, oui, c'était difficile, c'était... Mais c'est pas comme ça que tu apprends. Va au-delà de ton émotion. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris une grande leçon que dans ce moment, tout ce que j'ai besoin, c'est du prochain pas. Oui. Écoute, c'est tellement inspirant. Donc, pour quelqu'un qui veut transformer sa vie, parlons, je ne sais pas moi, carrière, projet personnel ou peu importe, c'est quoi les 2 ou 3 premières étapes incontournables, si tu veux, pour vraiment enclencher et partir du bon pied? Fais tout ce que tu n'as pas envie de faire. Tout ce que tu n'as pas envie de faire. Attends pas. J'ai jamais parlé de ce que j'ai travaillé avant d'aider les gens. T'sais, on a dit, ah, c'est quoi, aider les gens. J'ai travaillé tout et rien. Tout. Je peux les nommer, là. Dans des restaurants, au gym. Est-ce que c'était des trucs que j'avais envie de faire? Non. Est-ce que c'était mon futur et Non. Mais chaque contexte, on vient de parler du contexte, tu veux aller plus loin, mais tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui est disponible? Et tu fais ce qui est disponible. Alors, c'est de ne pas arrêter, continuer à... Non. Et explore. Explore. Des fois, tu dis, ah, mais qu'est-ce que je vais explorer dans cette place? Attends voir qu'est-ce que tu vas explorer dans cette place. Tu vas rencontrer des défis, des gens qui ne te ressemblent pas, tu vas explorer, tu vas apprendre. Absolument. Et donc, ne t'arrête pas, attends pas l'opportunité, dans le fond. C'est ça, attends, crée l'opportunité, va créer ta propre opportunité. Va travailler. Est-ce que tu peux, dans ce moment, aller appliquer et travailler à X place? Oui. Est-ce que c'est ce que tu veux faire dans ta vie? Non. C'est pas grave. Il n'y a rien de fatal, dans le fond. C'est ce que tu choisis d'être fatal, ça sera fatal. Exactement. Mais ce qui est plus fatal, c'est de s'arrêter et puis de dire, je vais attendre. Tu vas attendre quoi? Que quelqu'un vienne voir la lumière que tu as à l'intérieur de toi puis te dire, viens, on a besoin de toi dans notre société. Ça se fait pas comme ça. C'est toi qui dois aller prouver qui tu es. C'est toi qui dois aller prouver à toi-même avant tout. Prouver à toi-même qui tu es. Il faut avoir une foi en soi-même, que j'ai une vision, je veux changer, je veux laisser un impact positif. Je veux être la meilleure version de moi. C'est drôle, ça mène à penser parce que souvent, quand on est plus jeune, on reçoit des conseils de notre entourage proche. Puis parfois, c'est des conseils qui valent de l'or. Mais quand le conseil vient de l'extérieur, d'un inconnu ou d'une vidéo, par exemple, on dirait que ça nous impacte plus. Ça fait partie du changement. Juste changer, pas le discours, la personne qui nous dit le discours, avec des mots différents. Le changement, c'est vraiment ça. C'est littéralement ça. C'est des petits changements qui font le grand changement. J'ai discuté avec quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il m'a dit exactement la même chose que je sais depuis toujours, mais il a laissé une trace. Ça fait partie du changement. Est-ce qu'on est en train d'explorer? Est-ce qu'on est en train d'aller plus loin que notre quotidien, les gens qu'on connaît, ce qu'on regarde? Est-ce qu'on est en train vraiment d'aller voir ce nouveau? Tu veux du nouveau? Va chercher le nouveau. Donc, on en parlait avant de commencer, va dans une direction différente. Même si ça va t'amener à la même place, va dans une direction différente. Puis le but d'aller dans une direction différente, c'est pas juste le changement, mais regarde autour de toi. Tant qu'à y être. Tu es en train de marcher, tu marches. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont capables de regarder autour d'eux? Ils sont focus sur un objectif. Oui. Ils sont plus capables de regarder autour. Et c'est là qu'ils perdent le sens. Ils perdent le plaisir. On parle pas du plaisir beaucoup, mais le plaisir fait partie de ce qui nous motive le plus. C'est de trouver le plaisir dans ce qu'on fait. Puis comment tu trouves le plaisir dans quelque chose que tu n'as pas encore réussi, tu n'as pas encore atteint? Tu n'as pas goûté à ce plaisir-là. Tu arrêtes de focuser sur le résultat, tu focuses sur le chemin que tu prends et tu dis, OK, je veux prendre un chemin qui me donne le plus de plaisir possible pour arriver à X résultat. Oui. Tu as 2 chemins. Tu prends celui qui te fait le plus plaisir ou tu prends celui qui
le plus plate, Ouais. le plus rapide, Le plus commun, le plus commun. d'habitude aussi. Et tu vas atteindre des résultats très typiques, communs, rien d'extraordinaire, parce que tu as pris un chemin que tout le monde a pris avant toi. Donc, dans le fond de ce que tu dis, c'est vraiment de se préparer d'être ouvert aux opportunités, d'être ouvert, d'avoir l'esprit ouvert dans le fond de OK, là, il y a quelque chose qui pourrait arriver, il y a une idée qui va peut-être émaner. Puis c'est sûr qu'avec l'écran, on est tout le temps, dans le fond, collé à nos cellulaires. C'est sûr que ça n'aide pas non plus. Fait que... Regarde maintenant si on passe un peu aux difficultés, parce qu'il faut être réaliste aussi. Donc, quand la vie frappe fort, est-ce qu'on a du pouvoir de changer les choses ou souvent on les subit carrément? Subir, c'est un choix aussi. Tu sais, quand Ouais. tu dis je veux subir, c'est un choix conscient. Puis on revient toujours à la conscience. Tu peux ne pas avoir le choix dans ta... Ah, j'ai pas le choix. Oui. Tu penses que tu n'as pas le choix parce que c'était pas une décision consciente. Et donc, tu as l'impression que tu n'as pas eu le choix. Mais si c'est une prise de conscience de OK, en ce moment, c'est la seule chose que je peux faire. C'est la seule chose que je peux faire à part ne rien faire. Oui. C'est un choix. Donc, tu as choisi de subir. Tu as choisi d'être patient. Tu sais, des fois, on a besoin juste du temps. Du temps, d'être patient, de dire, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas besoin nécessairement d'avancer. J'ai besoin de rester au moins à ma place. Puis, tu sais, rester à sa place, ça prend vraiment un effort. Parce que aller retourner dans ce qui était... des fois, on bâtit des habitudes de vie, on va au gym, on écrit, et souvent, quand on arrête, qu'est-ce qu'on fait? On refait, tu sais, les cheat days, tu sais, les gens, des fois, ils vont au gym, puis là, ils mangent tout ce qu'ils ont jamais pu. Oui. Et c'est mauvais. Parce que ce que tu fais vraiment, c'est t'apprends pas à t'arrêter, puis de dire, OK, je suis satisfait aujourd'hui, là où je suis. Je veux conserver tout ça pour pouvoir avancer. J'ai pas besoin d'avancer tout de suite. Rien ne presse. Personne est en train de dire, go, go, si t'avances pas, la vie va s'effondrer. Il faut juste que tu sois patient avec toi-même, puis te dire, même le moment où je m'arrête fait partie du processus, exactement. Mais honnêtement, parfois c'est douloureux, c'est difficile, mais comment rester debout quand la pression et la douleur est lourde? Parce que ça peut varier hein, d'une situation à une autre, puis parfois c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Il y a des gens, par exemple, qui ont investi, juste à titre d'exemple, certains montants dans un projet quelconque, puis là, ça ne fonctionne pas au bout de 6, 7, 8 mois. Puis là, repartir à zéro après avoir dépensé. On ne repart jamais à zéro. On ne repart jamais à zéro. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait, tu ne vas plus le refaire. Donc, tu pars déjà pas à zéro. L'expérience acquise. Tu as une expérience déjà en partant. Mais je pense aussi, des fois, on n'a pas le courage de dire on a foiré. Oui. Non, j'aurais pas dû. Puis là, on veut vraiment juste... C'est comme si quelque chose te dit, OK, juste laisse-moi aller. Vas-y, change, va. Puis là, tu es comme, non. J'ai mis tant d'efforts. C'est comme quand on investit, ça prend beaucoup de courage de dire, OK, j'ai investi mon temps, j'ai investi mon énergie, j'ai tout mis là, et là, je dois recommencer dans une autre direction. Cet investissement te donne le sens que tu peux plus abandonner ce que tu as fait. Même si tu es dans l'échec, tu es comme, non, ça va. Des fois, la meilleure décision que tu peux prendre, c'est de dire, OK, on arrête ce chapitre-là, et je vais regarder ailleurs. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas réaliser que ce chapitre faisait du sens dans toute ton histoire. Mais tu n'as pas besoin d'en faire du sens aujourd'hui, dans le moment même. Tu peux dire, OK, j'ai appris des trucs. J'ai appris où mes faiblesses. J'ai appris c'est quoi que je dois retravailler. Mais c'est aussi de se laisser un espace de vivre son émotion. C'est normal. Tu as besoin d'être triste, tu as besoin de t'exprimer. Puis, très honnêtement, quand ça va vraiment, vraiment, vraiment mal, puis tout ce que je te dis, tu es comme, je le sais, mais ça fonctionne pas. Je le sais, mais ça fonctionne pas. Demande de l'aide. Ça fait partie des outils. C'est tellement simple, c'est tellement facile parfois, c'est comme... Ça fait partie des outils. Ouais. Des fois, tu te réveilles, tu bois un café parce que ça te fait du bien. Tu écoutes des podcasts parce que ça te fait du bien. Tu regardes n'importe quoi parce que ça te fait du bien. Et tu trouves ça très difficile d'aller dire à quelqu'un « aide-moi ».
J'ai besoin d'un support émotionnel. Tout simplement. J'ai besoin un peu d'espoir. Parce que tu sais, des gens qui viennent des fois chez moi, ce qui leur manque, c'est de l'espoir en eux-mêmes. Et des fois, tout ce que je fais, j'ai espoir en eux, ils ressentent cet espoir et ça les inspire. Oui. Et c'est eux qui vont trouver la solution puis s'accomplir. Ils avaient juste besoin d'une lueur d'espoir. Puis cette lueur d'espoir, tu vas pas la trouver sur ChatGPT. Ouais. Tu vas la trouver avec une connexion humaine réelle. Oui. Parfait. Écoute, c'est tellement inspirant ce que tu dis. Si quelqu'un vit une grosse perte, encore une fois, comme ce qu'on vient de dire, ça serait quoi les gestes concrets ou que tu pourras lui conseiller justement pour commencer à se relever, pour commencer à se remettre sur pied? De se dire qu'une perte, c'est pas un vide. Oui, on sent qu'il y a un vide, mais la perte, c'est pas un vide. La perte, ça donne une place à quelque chose de nouveau. Tu perds quelque chose, tu gagnes quelque chose en retour. Et donc, de se dire, OK, j'ai perdu mon temps, mettons. Oui. Okay? En retour, qu'est-ce que je peux gagner? J'ai peut-être besoin d'être plus efficace, plus à l'action. Je pense trop. Je passe mon temps à penser, puis honnêtement, tout ce temps que j'ai mis à penser puis mettre des stratégies, je l'ai fait, c'était un échec. Ouais. J'ai peut-être besoin d'être un peu moins perfectionniste puis de me laisser aller, d'être plus spontanée dans mon action. Donc, tu as une perte tu as perdu le sens de la perfection, mais tu as gagné en revanche quelque chose qui est plus profond. C'est de dire, tu sais quoi, j'ai besoin de spontanéité dans ma vie, d'être plus spontanée dans mes décisions. Tu perds un être cher. Tu l'as pas perdu, tous ces souvenirs, tout ce qui t'a donné, tout ce qui t'a appris, tous les moments. Est-ce que c'est une perte? C'est le plus gros gain qu'il t'a laissé. Oui. C'est d'aller dire, OK, comment je peux vivre sa perte d'une façon à ce que il soit vivant dans mes actions. Je fais revivre, en fond. Le faire revivre d'une façon très positive, puis qui va venir te donner un gros câlin d'espoir et de sérénité pour dire, OK, c'est pas que je l'ai perdu, il me manque. Puis, ça, c'est le côté physique, en fond. C'est ça, c'est de remettre les mots sur les émotions. C'est juste dire « j'ai perdu ». C'est juste le mot « perdre » est lourd. De dire il me manque, ça fait plus... plus de sens. Tu orientes c'est quoi que tu as besoin. Parce que quand tu mets le mot sur tes émotions, dans le fond, en même temps, tu es en train de mettre un premier pas vers la solution. Quand tu dis, quand tu identifies ton vrai besoin, c'est quoi l'émotion, tu dis, OK, comment je peux avancer de là. Quand tu dis j'ai perdu, c'est sûr que c'est plus lourd. Quand tu dis, OK, non, c'est pas vraiment une perte. Je pense vraiment ce qui me touche, c'est le côté émotionnel. J'ai besoin de le voir face à face, de l'entendre. Ouais. Et des fois, tu sais, les gens, des fois, ils regardent pas les photos quand ils perdent des gens qu'ils aiment parce qu'ils trouvent que c'est trop difficile. Mais quand tu réalises que c'est que tu as besoin, c'est de le voir. C'est l'inverse, dans le fond. Il faut regarder. Peut-être j'ai besoin de regarder, puis ça va me faire du bien, puis ça va me calmer. Donc, quand tu t'identifies ton émotion, tu es capable d'aller voir c'est quoi l'action qui va avec l'émotion d'une façon à ce que tu puisses avancer dans ta vie. Puis que tu sois soulagé, dans le fond. Ça va t'apporter le soulagement. Ouais. Même si tu penses que cette action est loin de te soulager, mais c'est c'est la réponse rationnelle à ton émotion qui va te soulager. Absolument. Donc, des fois, il faut demander son émotion, pas demander son émotion, dire à son émotion de demander son cerveau. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais. Le cerveau va te donner le bon conseil. Mais après, c'est l'émotion qui est là à dire non, 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 ça va me faire mal. Écoute ce que la raison te dit. Ça va faire du bien. Mais juste à t'entendre, c'est tellement apaisant parce que ça nous ouvre des possibilités, justement, donc, puis des solutions. On arrive déjà à la conclusion. Donc là, on va essayer de... Oui, c'était rapide. Fait que c'est sûr que là, on va essayer d'être un petit peu plus optimiste puis d'apporter un peu plus de lumière. C'est le but, d'ailleurs, de notre rencontre. Donc, si tu devais laisser un seul message, disons, aux jeunes
peut-être aux jeunes surtout, qui nous écoutent pour leur donner un peu plus d'énergie, un peu plus de confiance dans leur avenir? Ça serait quoi le conseil ultime, si on veut? C'est la première chose à laquelle que j'ai pensé, très honnêtement. C'est que Oui, tu es beaucoup plus que ce que tu penses que tu es. C'est vraiment ça. Et même si je le pense, si tu y crois pas, oui, tu vas rester comme que tu penses, toi, que tu es en ce moment. Tu vas pas avancer. Donc, il faut que tu connais ta juste valeur. Il faut que tu n'aies pas peur d'explorer, d'apprendre, de dire, OK, je connais pas... peut-être j'ai quelques connaissances, mais je peux encore apprendre. Peut-être j'ai des mauvaises influences. Peut-être j'ai des idées qui ont besoin de changer. De ne pas rester en train de nourrir son ego, de laisser son ego de côté et de focusser sur vraiment, si je veux atteindre la meilleure version de moi, c'est pas l'ego qui va me guider vers là. Ce qui va me guider, c'est vraiment tu sais, des fois, tu dis « je veux, je veux, je veux ». Est-ce que tu es ouvert à recevoir, finalement? oui. Puis je pense pas qu'on est très ouvert à recevoir parce qu'on veut, puis on est fermé sur nous-mêmes. Tu veux réaliser tes ambitions, tu veux faire tel travail, tu veux tout ce que tu veux. Tu as besoin de laisser un espace pour recevoir Mhm. avant de pouvoir faire le premier pas pour ce que tu veux. Donc, sois ouvert à l'apprentissage, sois ouvert aux conseils. Aujourd'hui, on n'aime pas trop les conseils. C'est vraiment les conseils. On a accès à tout, puis... Non, l'expérience humaine, c'est riche. T'as pas besoin d'être populaire pour avoir une expérience humaine inspirante. Je pense, dans notre conversation, ce qui est inspirant, c'est l'échange humain. C'est deux personnes qui parlent, qui raisonnent. Et c'est ça, vraiment, qu'on a besoin de mettre la valeur dessus. C'est l'humain en soi, il a beaucoup de valeur, il a beaucoup de potentiel. Il a pas... Il fait peur à toutes les créations vivantes. Tu sais, Oui. il a le contrôle et il a peur de lui-même. Tu vois, c'est comme avoir peur des insectes. Ça, un peu, hein? Ouais, c'est comme l'insecte est là, t'as peur de moi, mais Ouais. c'est pour ça. Aie pas peur d'affronter, de confronter tes peurs. Ça s'apprend. Rien est acquis, rien va de soi. Ouais. Tout a besoin d'action. C'est vraiment ça. L'action. Passe à l'action. Arrête de penser, arrête de réfléchir. Des fois, on est comme réfléchi, pas... Ouais. Arrête. Juste prends une action. Aujourd'hui, dis, OK, je vais prendre cette action, elle est différente. Je vais marcher dehors, tout seul, avec personne. S'il y a personne, c'est pas grave. Je vais faire un plat différent aujourd'hui. Je sais pas comment le faire, je vais l'apprendre. Ça part vraiment de rien. De tout ce qui est accessible dans ton contexte, tu as le contrôle. Commence de là et tu vas voir que... Donc, Fatima, on arrive à la fin. Pour conclure, selon toi, en quoi contribuer au bien-être des gens peut nous rendre plus forts et vraiment heureux? En partant, si on pense à notre propre bonheur, puis de comprendre que notre bonheur, on dit toujours le bonheur, c'est un choix. Mais je pense que le bonheur, c'est un résultat de beaucoup de choix que tu fais. Chaque choix que tu fais va t'emmener vers le bonheur. Cherche pas le bonheur. Focus sur les choix que tu fais aujourd'hui, les choix qui s'alignent avec tes objectifs, les choix qui te font du bien, pas que juste côté mental, côté moral. Et c'est là qu'on passe à ta question, c'est mon bien ne peut pas être isolé du bien-être des autres. Des gens de mon entourage. Parce que mon entourage laisse un impact et je laisse un impact sur mon entourage. Donc, des fois, il faut savoir aussi s'arrêter puis de regarder autour de nous puis de voir est-ce que je peux être le support que je n'ai pas? Hein? Est-ce que je peux être la motivation que j'ai besoin? Tu sais, des fois, tu as besoin de motivation, tu as besoin de support. Va le chercher en le donnant. Des fois, c'est ça qui te donne le support et la motivation, c'est d'aller le donner à quelqu'un. Et là, ça s'allume en toi. Puis c'est pour ça, des fois, je dis aux gens que j'accompagne, moi, je fais une thérapie avec vous. Ça veut dire que c'est un miroir. Des fois, je parle, ils savent pas que j'ai les mêmes problèmes ou j'ai des mêmes pensées. Et en parlant, je réalise que ça commence à s'atténuer. Je commence à les écouter d'une façon différente. C'est vraiment un miroir. Donc, quand tu apportes du bien à quelqu'un, quand le bonheur des autres t'importe, instantanément, ça va t'affecter.
puis ça va t'apporter du bien. Donc, se connaître, avoir conscience, c'est pas éliminer l'entourage. C'est une prise de conscience pour justement comprendre les autres. Le jeu, quand tu parles, ton jeu, il part de ce qui est intérieur, mais il s'adresse aux gens que tu as besoin de comprendre. Pour être à l'écoute, c'est aussi comment communiquer. Oui. Donc, pour communiquer, tu dois être à l'écoute. Pour avoir des bonnes relations, tu dois être à l'écoute et présent. Présent dans le moment. Donner le moment humain une vraie valeur. Excellent. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Ça a été un échange extrêmement enrichissant, pour moi personnellement en tout cas. Et pour moi aussi. Fait que j'espère que beaucoup de gens seront inspirés par ta présence aujourd'hui. Et j'espère à une prochaine fois. Rapidement, si jamais les gens veulent te contacter, comment est-ce que c'est possible? Via Instagram, je présume. Sur Instagram, j'ai les numéros de téléphone, la façon de me contacter. Bon. Puis je tenais absolument à dire que c'était inspirant pour moi aussi. Oui. Tu étais un beau miroir. Merci. Merci à toi. Allez, salam alaikum. Wa alaykoum salam.